Salut et bienvenue dans le 16e épisode du podcast Dans la tête de Simone. Alors aujourd'hui on va parler toujours de Détective La Chance, mais cette fois de deux autres événements qui se sont produits dans notre réalité et dans la sienne, à savoir la construction de la Tour Eiffel et la loi de 1901 sur la liberté d'association. Le premier événement dans le roman risque de conduire à un meurtre, donc c'est pour ça que Gustave s'y intéresse. Et le deuxième événement, c'est une anecdote qu'il raconte à Louise, sa nouvelle coéquipière, en lui disant que lorsque le gouvernement a décidé de mettre en place la liberté d'association, les policiers n'étaient pas spécialement enjoués, puisque cela risquait de permettre à la mafia de un peu trop s'étendre. Donc voilà, rapidement, je vous situe les deux événements dans les romans. Je vous avoue que ce sera sans doute le dernier épisode du podcast pour cette année. J'avais prévu d'en faire un peut-être en décembre sur la période de Noël et un petit peu l'histoire derrière Noël. On connaît tous la naissance de Jésus, mais il y a je pense, beaucoup d'autres choses à dire sur le Père Noël, comment sa légende s'est formée, etc. Donc je voulais faire ça. Je sais pas si j'aurai le temps, ça me prend pas mal de temps de faire le podcast et là j'ai pas mal de projets, j'ai ma grossesse en cours, enfin bon bref. Voilà. Donc du coup, je vous tiendrai au courant, mais il est peut-être possible que je ne fasse pas ce podcast-là. Voilà. Donc je verrai. Dans tous les cas, on se retrouvera en janvier, normalement, pour que j'explicite un petit peu les événements que j'ai changés dans Olympe Valoise, qui est un autre roman steampunk que j'ai écrit et qui est aussi une uchronie. Donc si ça vous intéresse, vous avez le temps du coup de lire Olympe avant que je vous en parle, d'autant qu'il est en lecture gratuite sur la plateforme 404 Factory. Je vous mettrai les renseignements dans la description. Donc revenons à notre cher détective La Chance et à la construction de la Tour Eiffel en premier, et ensuite on parlera de la liberté d'association, très rapidement, parce que je n'ai pas vocation à vous faire des cours entiers sur ces événements-là. C'est simplement histoire de vous montrer ce que j'ai pris et ce que j'ai gardé dans mes romans. Donc la Tour Eiffel, on sait tous que elle a été construite à l'occasion de l'exposition universelle de Paris de 1889, qu'elle a été faite par Gustave Eiffel, qui est un ingénieur et qui a toute sa vie milité pour que le fer soit le matériau du futur. Il a réalisé des viaducs, il a fait énormément de choses, y compris la structure de la Statue de la Liberté. Donc voilà, c'est un ingénieur très prestigieux. Et pour l'organisation de l'exposition universelle de Paris, il va y avoir un concours, à l'issue duquel doit être choisi le projet qui permettra la construction du symbole de la France et des institutions républicaines. Parce qu'il faut savoir que l'exposition universelle, c'est la vitrine du futur, mais aussi du pays qui le reçoit. Et l'exposition universelle d'avant s'était déroulée en Belgique, et la Belgique avait eu un rayonnement fabuleux à ce moment-là. Donc la France ne peut pas, à cette époque-là, se faire damer pion par la Belgique. Donc, elle décide de frapper fort, et les organisateurs de l'exposition universelle, du coup, organisent ce concours-là. Et le projet à la base que Eiffel et compagnie, donc là, l'entreprise de Gustave Eiffel, envoie, est un projet très ambitieux de cette grande tour métallique. Et au départ, Gustave Eiffel n'y prête pas spécialement attention. Il n'est pas forcément, bon, oui, une tour Eiffel à Paris, ok, super, mais bon, c'est pas son truc. Mais finalement, il s'intéresse au fur et à mesure quand il comprend qu'il va y avoir une portée symbolique et médiatique. Et ce qu'il fait, à ce moment-là, c'est que les ingénieurs qui ont travaillé sur ce projet sont deux, et il va racheter leur brevet. Du coup, il devient seul propriétaire de la tour pour pouvoir lui donner son nom. Donc c'est ce caractère-là de Gustave Eiffel, je l'ai repris dans le roman Détective La Chance, puisque du coup, c'est ça qui va fomenter le problème entre les trolls et les fées. Parce que Gustave Eiffel est une fée, les trolls sont les ingénieurs, et effectivement, puisque Eiffel n'arrête pas de récupérer ce qui ne lui est pas dû, les trolls s'énervent, et c'est pour ça qu'il y a cette confrontation entre les trolls et les fées à la construction de la Tour Eiffel. Donc c'est là-dessus que je suis partie. Donc pour en revenir à ce qui s'est véritablement passé, ce projet-là
de Tour Eiffel, je pense que tout le monde le sait, ça n'a jamais plu aux Parisiens au départ. Il y a même une tribune, un manifeste de protestation qui est publié en 1887 par des tas d'hommes d'art et de lettres qui représentent quand même la littérature française. Enfin, il y a Guy de Maupassant, Leconte de Lisle, Alexandre Dumas, Charles Garnier, Sully Prudhomme, Paul Verlaine. Enfin, c'était quand même des grands noms. Et effectivement, ils ne supportent pas cette idée de Tours. Maupassant trouve un restaurant dans Paris où il ne peut pas l'avoir, parce que comme ça lui permet de manger sans qu'il puisse l'avoir. Verlaine la qualifie de squelette de beffroi. Enfin bref, voilà, il y a tout un tas de qualificatifs qu'ils utilisent pour montrer à quel point ils ne supportent pas cette tour, parce qu'elle est moche, c'est que de la ferraille, et effectivement, alors qu'on est en train de refaire Paris avec les immeubles haussmanniens, etc., on met ça dans Paris. Effectivement, ça peut choquer. Je pense qu'on le ferait à l'heure actuelle, ça serait waouh. Voilà. Pourtant, donc la tour est construite en 2 ans, 2 mois et 5 jours. Et le peuple parisien adore cette tour. Il y a 2 millions de visiteurs qui feront l'ascension de la tour pendant la durée de l'exposition. Donc soit à pied, soit en empruntant les ascenseurs, qui sont eux-mêmes révolutionnaires. Donc évidemment, au début, elle devait être détruite, mais elle va devoir sa survie à 2 choses. Le développement de la radiographie et sa grandeur. Comme elle est l'endroit le plus haut de Paris, elle va permettre de servir de relais pour une antenne radio que Gustave Eiffel va faire installer. Et militairement, c'est très intéressant. Donc l'armée va aussi protéger la tour Eiffel, et du coup elle restera en place afin que la France puisse avoir un avantage stratégique en cas de conflit. Donc c'est assez intéressant de savoir que c'est quand même à la base peut-être l'armée et l'opiniâtreté de Gustave Eiffel, un petit peu son égoïsme, qui ont permis de garder la tour Eiffel en place et donc à Paris d'avoir son symbole. Et donc c'est cette partie-là de la construction de la tour Eiffel que j'ai trouvée intéressante. Et Gustave, qui l'a vu construire et qui est donc un Parisien pur souche, qui a vu sa ville un peu se transformer, lui est un farouche opposant de la tour Eiffel. Donc il ne supporte pas. Il ne supporte pas parce qu'en plus c'est les filles qui l'ont construite et elles font toujours ce qu'elles veulent, donc ça l'énerve. Donc du coup il le dit dans le roman. Et bon voilà, vous pouvez toujours tout avoir, en plus vous spoilez les gens, même si c'est eux qui vous donnent les idées. Et donc voilà, il y a tout ça, j'ai voulu le conserver parce que je pense que à Paris en 1909, la tour Eiffel faisait peut-être pas l'unanimité, même si ça faisait déjà 20 ans qu'elle était là. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça assez marrant d'en parler, parce qu'évidemment on n'était pas si loin. Voilà, pour la tour Eiffel. Le deuxième événement qui est mentionné dans Détective la chance, c'est les manifestations sur la liberté d'association. Alors, les manifestations en elles-mêmes n'ont pas existé dans notre univers. Parce qu'en fait, cette loi, c'est le fruit d'un long processus où la liberté d'association et d'expression va fleurir et un petit peu se révéler. Dès le début du 19e, en fait, la liberté d'association va égrener dans les milieux intellectuels et au Parlement. Et une succession de travaux parlementaires vont assouplir les interdictions en place à partir de 1864. Donc on va créer les syndicats professionnels en mars 84. Et du coup, à la fin du 19e siècle, le régime répressif qui avait été mis en place pour contrer en fait toutes les organisations criminelles, tout ce genre de choses, est devenu inadapté. Il y a beaucoup d'organisations qui se sont développées en fait malgré l'interdiction et sans qu'elles ne constituent une menace pour l'ordre public. Donc du coup, en 1900, on dénombre 45 148 associations en France. Alors, on du coup dépose un projet de loi pour aboutir à cette loi du 1er juillet 1901. Donc c'est toujours la loi qui régit actuellement la liberté d'association. C'est pour ça que vous voyez association 1901 quand vous avez affaire à une association quelconque, les Restos du Cœur par exemple. Ce sont des associations loi 1901. Donc ça vient de là. Et en fait, le seul débat qu'il y a eu sur cette liberté d'association portait sur le statut des congrégations religieuses en droit français. Parce qu'on n'était pas encore en 1905 avec la loi de séparation de l'État et de l'Église, qui va permettre après de faire des associations différentes et voilà.
Mais on ne pouvait pas non plus faire un régime de droit commun sur ces associations-là qui sont aussi soumis à un autre système juridique qui est le système de leur religion, puisque chaque religion a son système juridique. Du coup, on crée un régime spécifique pour ces associations dans la loi, ce qui permet de ménager la chèvre et le chou. Donc c'est le seul débat qu'il y a eu sur la liberté d'association. Mais j'ai voulu faire en sorte, comme Gustave est quand même un râleur, j'ai voulu mettre en place une anecdote sur cette liberté d'association, parce qu'évidemment en tant que flic, alors il n'est pas tout à fait fou, lui-même va au renseignement devant le parrain de la mafia parisienne pour avoir, parce qu'il sait qu'il est souvent plus au courant que lui. Donc il n'est pas non plus idéaliste, mais il n'a pas non plus envie que Paris devienne le nid d'associations diverses et variées. Puis en plus on a les anarchistes, alors ça c'est quelque chose qui est vrai, il le dit lui-même, il y a les anarchistes et les communistes, et à l'époque aussi, au début du XXe siècle, il y avait ces problèmes avec les anarchistes et les communistes en France, qui fomentaient des attentats, qui montaient des associations, etc. Donc tout ça fait que pour lui, le policier et quand même l'adepte de l'ordre, la liberté d'association, ça lui va pas. Donc il en parle aussi, d'autant qu'il l'a vu, lui. Il est vieux, donc 1909, il a 56 ans. Il est vieux, donc il a vu toute cette progression-là de la liberté d'association, et voilà, pour lui, c'est une bêtise, et donc il le dit, il le répète. Donc j'avais envie de parler de ça parce que je trouvais ça marrant. Et puis comme je suis juriste à la base, ça me permettait de revenir un petit peu sur mes premiers amours. Voilà, donc c'était du très rapide. Je vais vous mettre plein de liens si ça vous intéresse pour que vous puissiez aller piocher les éléments que vous voulez, parce que j'ai pas vocation à avoir la science infuse. Je prends les éléments, je les vérifie et je vous les livre. Mais c'est vrai que il y aurait à dire. Enfin, il y en a qui ont rempli des livres entiers sur la liberté d'association ou sur la construction de la Tour Eiffel. Donc je ne peux pas faire un podcast qui soit exhaustif. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets les liens donc dans la description. C'est pas les seuls liens que vous trouverez, mais c'est ceux qui m'ont aidé à faire ce podcast et puis qui sont, je pense, les plus pertinents pour avoir une idée globale. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette période n'est pas trop sombre pour vous et que ça va, que vous arrivez à trouver des côtés positifs à toutes ces histoires-là. Moi je vous dis du coup, sans doute à l'année prochaine, si on est toujours là, a priori on devrait être là. Et puis je vous souhaite de passer des bonnes vacances de Noël, puisqu'on risque de pas se réentendre d'ici là. Et je vous dis à très vite. Bisous bisous.